À l'origine, Ajar était l'ami d'un ami, mais n'est-ce pas souvent ainsi? Et puis pendant 3 ou 4 ans peut-être, nous avons été proches. On se voyait régulièrement au quartier latin, on allait au resto, au Polydor, manger des œufs durs maillots qu'on aurait pu faire chez nous, mais qui, servis avec une feuille de salade et un quart de vin, avaient tout de même une autre gueule qu'à la maison. Et au Cinoche, les 3 Luxembourg n'étaient pas loin. Tous deux passionnés de cinéma, nous commentions les films à l'infini. Lui voulait en faire son métier. Moi, c'était différent, je m'orientais vers la fac. Nous avons fait pas mal de bringues. Le week-end, nous nous retrouvions avec nos amis communs et d'autres moins communs, voire des tiers peu connus ou des à peine quarts de potes, encore tout emmitouflés de mystère, pour des fêtes qui duraient jusqu'au matin. Ajar était devenu un réalisateur et il avait eu la chance, ayant trouvé miraculeusement un mécène, de commencer directement par un long métrage. Mais son long n'avait pas marché. Aussi avait-il dû se contenter de courts, voire de très courts. Cependant, même dans ce format dans lequel il est moins facile de se faire un nom, le court, comme chacun sait, menant plutôt au long, il avait fait quelques trucs qui avaient eu un certain retentissement. On avait parlé de lui dans le milieu, dans certains festivals, et parfois en des termes très élogieux. Un producteur s'était même décidé à le soutenir. Mais, alors qu'il devait concrétiser, ayant déjà réuni la meilleure équipe possible, Alécan comme chef-op et j'en passe, alors que le chantier de son second long paraissait en bonne voie, Ajar partit soudain pour se, entre guillemets, ressourcer, suivant ses propres termes, à La Réunion, l'île Maurice ou peut-être à Pondichéry, je ne sais plus trop où, mais en tout cas dans sa région d'origine. Là-bas, l'abus de rougail et de tiponche avait dû faire des ravages car Ajar était resté encalminé, sans doute à regarder les rouleaux sur une mer bleue turquoise, et s'était tellement bien ressourcé qu'il était revenu à la source de ses emmerdes, soit à l'époque où il n'avait pas un copec, avant son premier long, dont l'insuccès l'avait pris de court. Entre nous, ses amis proches, et les plus éloignés, on se disait qu'il connaissait quelques difficultés. Le mot alcool avait même été prononcé, suivi de ce silence imperceptible qui veut dire tant de choses. Mais sans qu'aucun de nous, au-delà de quelques commentaires désolés, n'ait vraiment bougé le petit doigt. Les difficultés d'Ajar n'avaient fait qu'empirer. Il avait divorcé et eu toutes les peines du monde à voir sa fille unique, dont son ex-femme avait obtenu la garde. À la même période, la boîte de prod avec laquelle il avait longtemps travaillé le laissa tomber et toutes ses demandes de financement auprès du CNC ou de bailleurs privés furent rejetées. Bref, Ajar s'en était pris plein la gueule et s'était fait rare dans le quartier latin. Pendant ce temps, dans une dynamique tout à fait opposée, je décrochais un poste de maître de conférence à l'université de Nancy, m'enfermant dans un train-train, entre parenthèses, littéralement un train, un seul et unique train, qui me servait de fumoir, de bureau, de salon où poser, une routine faite de Paris, Nancy et retour. Ajar avait continué son chemin K1-K depuis Strasbourg, où il habitait désormais. C'est pourquoi nous nous étions croisés dans ce train. Il rentrait justement de Paris, où il avait passé le week-end avec sa fille. Il m'avait expliqué qu'elle était belle, ce dont je n'avais pas douté un seul instant, mais il avait tenu à me prouver qu'il n'affabulait pas, et, posant sa canette métallique, non sans menacer de la faire tomber, il avait saisi son portefeuille, qui s'avéra aussi bordélique que son allure de mec tombé du lit, pour en extraire une photo de la jeune fille, cadrée dans un décor champêtre. Ajar restait debout à me parler, ne voulant pas paraître trop distant, d'autant que je m'avouais une chose en l'écoutant, c'est que je l'avais laissé tomber comme une grosse merde, loin des yeux, loin du cœur, dit le proverbe. Je l'invitai à s'asseoir à côté de moi, ce dont il parut touché. Il prit place, sans s'arrêter de parler, de façon saccadée, regardant droit devant lui. Il tenait à m'expliquer qu'il débordait d'activité. Surtout, il me parla d'un projet qui allait le sortir de la merde et remettre sa vie sur les bons rails. Son grand projet, comme il le qualifia. C'était un nouveau film. Ce fameux deuxième long qui couperait court à sa série noire. C'est qu'il n'avait plus tourné depuis des années. Depuis qu'il était rentré de l'océan Indien, cela faisait maintenant quelques années, pardon. Et s'il avait bossé sur quelques tournages, c'était les tournages des autres, pas ses tournages, son œuvre qui restait en souffrance. Après qu'il ait dit ça, il y avait eu un moment de silence entre deux mondes, et sur le ton de la confidence, il m'expliqua, plantant cette fois ses yeux dans les miens, dernière page, qu'il allait faire un film sur Judas.
Je restais songeur. Depuis quand s'intéressait-il à la religion? Tu connais la vraie histoire de Judas, toi? Non, pas du tout. Son acte, je veux dire, celui qui l'a rendu célèbre, la trahison du Christ, sa personne, tout de lui a été rejeté, méprisé. Et pourtant, Judas est au fond le seul disciple qui soit intéressant. A priori, c'est le traître. Du moins, est-ce ce que tout le monde croit, selon la version officielle de l'Église? Il but une gorgée de bière. Pourtant, en fait, indubitablement, poursuivit-il, les choses sont plus compliquées. C'est Judas, sais-tu que son nom signifie le béni en hébreu? C'est Judas, donc, qui a été trahi. C'est lui qui a vu le pacte rompu, je veux dire, l'alliance avec Dieu détruite, car par la bouche de son fils, il avait agi à la demande de Dieu. Je ne suivais pas bien. Je dois avouer que j'avais surtout l'impression de rencontrer un type en plein délire mystique. Ces histoires bibliques ou post-bibliques auraient sûrement corrigé mes collègues historiens, n'étaient pas mon fort. Je ne pouvais défendre ni la théorie du traître, ni celle du trahi, si tant est que ces histoires antédiluviennes ne m'étaient pas égales. Pourtant, le ton sur lequel il avait raconté tout ça m'avait frappé. Il ne parlait pas d'un scénario, non, il paraissait plutôt habité par cette histoire qu'il semblait ressentir dans sa chair. Mais comment sais-tu tout ça? Ajar m'expliqua qu'il existait un évangile déclaré apocryphe, autant dire interdit, par les pères de l'Église au premier temps de la chrétienté. Car Judas, affirma Ajar, de façon catégorique, n'est pas mort quelques jours après Jésus, comme on a voulu le laisser croire, mais lui a survécu des années dans un ermitage du Sinaï, où il coucha par écrit sa vie de disciple. Judas eut le temps de méditer et d'expliquer la complicité qui l'unissait au Christ. Leur amitié était plus forte que celle que Jésus éprouvait pour Jean, son disciple préféré selon la tradition, voire même pour Pierre, à qui il confia finalement les clés de la maison. Mais les Écritures la nièrent, mettant au contraire en scène une relation fondée sur la tromperie. Ils n'avaient rien compris. Ou plutôt, ils ont inventé une fable qui arrangeait tout le monde, un juif traître qui allait fonder un antisémitisme tenace, quelque chose qui, par ricochet, allait mener aux chambres à gaz. La fable de Judas valait avertissement aussi bien à ce peuple récalcitrant qu'aux mauvais croyants. Pour fonder un ordre, il importe de désigner l'ennemi et de décrire les châtiments.